Merci d'être avec nous ce soir pour écouter cette rencontre avec trois auteurs. Alors, on va essayer de trouver quelques passerelles entre vos livres, même si, en effet, comme le disait Sophie, il y en a pas forcément beaucoup, mais en tout cas, je trouve que dans vos trois livres, on parle d'enfance, de transmission, du poids de l'histoire, des guerres et de massacres dans des contextes très différents et dans des formes littéraires assez différentes, récits ou romans. Alors, avant d'entrer plus précisément dans vos livres, quelques mots pour vous présenter. Chloé Cormand, les Presque Sœurs, paru aux éditions du Seuil, est votre 5e livre. Après Les Hommes Couleurs, Les Saisons de Louvre-Pleine, Midi et Tu ressembles à une juive. Et ce nouveau livre n'est pas un roman, mais un récit que vous consacrez à trois petites filles, cousines de votre père, mortes en déportation. Et entre 1942 et 1944, elles ont été ballottées de camps d'internement en foyers d'accueil jusqu'à être à leur tour arrêtées lors d'une rafle et massacrées à Auschwitz. Et pendant ces 2 années, elles ont partagé le quotidien de 3 autres petites filles de leur âge qui, elles, n'ont pas été arrêtées. Et à travers l'histoire de ces 6 enfants, de ces 6 petites filles, vous retracez le sort de milliers d'enfants juifs et vous partez également à la recherche des traces de Vichy dans la France d'aujourd'hui. Joachim Schnerf, Le Cabaret des Mémoires, paru aux éditions Grasset, est votre 3e livre. Vous abordez également cette question de la transmission en suivant plusieurs fils narratifs. Un homme, Samuel, vient de devenir père, est au bord de devenir père, puis devient père. Et se demande soudain comment transmettre l'histoire de la Shoah à son jeune fils qui va naître et qui naît. Et surtout l'histoire de sa grand-tante Rosa, dernière survivante d'Auschwitz, qui est partie au Texas pour monter un cabaret au milieu du désert pour raconter précisément les camps et l'histoire des disparus. Et enfin, Selim Nassib, vous êtes né au Liban, dans une famille juive d'origine syrienne. Vous avez longtemps travaillé comme journaliste pour Libération, avant de vous consacrer à l'écriture littéraire. Et vous publiez aux éditions de l'Olivier Le Tumulte, qui est, si j'ai bien compté, votre 9e livre. 7e livre, alors j'ai mal compté. C'est un roman récit, on va en discuter, en tout cas avec un narrateur qui n'est pas vous, un narrateur qui se nomme Youssef, et on pourrait dire qu'au fond l'adage qui porte ce livre, c'est Beyrouth te suivra jusqu'à ton dernier souffle, puisque ce livre est aussi votre amour pour cette ville, Beyrouth. Et vous avez choisi de traiter cette histoire en prenant 3 moments clés. 3 moments clés de l'histoire de votre narrateur, mais qui sont aussi 3 moments clés de l'histoire collective, 1956, 1968 et 1982. Voilà, vous nous direz tout à l'heure pourquoi ces 3 éclairages chronologiques. On va peut-être commencer par vous, Chloé Cormand, avec ce livre, Les Presque Sœurs. Vous dites que vous avez longtemps marché dans Paris, au fond, sur les traces de cette histoire, sans la voir. Et c'est votre sœur qui, au fond, a commencé à mener l'enquête et vous a transmis cette enquête. Est-ce que ça a été ça, le déclencheur ? Oui, c'est une histoire qu'on savait, c'était pas quelque chose qui était caché. Mon père nous avait toujours dit que ses petites cousines, ses cousines germaines, étaient mortes, déportées en 1944. Et il avait toujours, il nous avait toujours fait savoir que aussi la cruauté de l'acharnement de ce dernier convoi de juillet 1944, dans lequel beaucoup d'enfants raflés à la dernière minute sont morts. C'est un convoi, le convoi qui les a emportés c'était près de 2 mois après le débarquement. C'était vraiment les convois de l'acharnement. Donc ça, c'est des choses qu'on savait. Mais on ne savait pas bien
l'histoire et surtout ce que j'ai découvert, ce qui m'a sidérée, c'était l'histoire d'internement des enfants juifs dans la France de Vichy. Ce que j'ai compris en lisant le mémoire, les archives qu'a réuni ma sœur, c'était qu'il y avait un hiatus, il y avait quelque chose que je ne savais pas du tout entre la mort des parents de ces petites filles, ils sont raflés en juillet 42. Alors, c'est pas le Veldiv, c'est le 17 juillet à Paris, mais en fait, il y a des prémices du Veldiv avec des battues dans toute la France, notamment le 14 juillet, celle qui emporte les parents de ces petites filles. Et en regardant tout ce matériau que m'a donné ma sœur, je me suis interrogée, j'étais amenée à comprendre qu'il y avait eu des atermoiements, des hypocrisies et une cruauté sans nom concernant ces enfants qu'on avait rendus orphelins en tuant leurs parents et qu'on a maintenus. Alors, il y avait même un mot administratif, ils étaient appelés les enfants bloqués. Ça voulait dire qu'ils étaient dans des lieux où ils étaient à peu près soignés, ils allaient à l'école, mais leur nom était donné aux préfectures et ils pouvaient être raflés à tout moment. Donc c'est ça. Alors je crois que quelque chose s'est mis en mouvement de sœur à sœur. Parce que parfois, quand quelque chose, une injonction même tacite, peut-être vient verticalement des parents, on n'a pas. Mais là, le fait que ma sœur me donne ces pièces, qu'elle s'y intéresse, ça s'est mis, puis ça a résonné avec l'histoire, hein, l'histoire qui nous réunissait là. 3 petites filles, et puis 3 autres petites filles. Et alors ça, c'était ça mettait en mouvement tout. Parce que la mort de mes cousines, on la savait. Mais ce que ma sœur a trouvé, c'est que dans leur captivité, mes cousines ont été toujours avec 3 autres petites filles, 3 autres sœurs d'une autre famille. Donc les Kaminski. Les Kaminski, d'à peu près le même âge. Donc c'est un groupe de petites filles qui a entre 3 et 12 ans au début de l'histoire. Et ces Kaminski, elles, étaient très actives pour témoigner, pour transmettre cette histoire. Elles étaient vivantes. Et ma sœur les a retrouvées. Et tout d'un coup, c'était incroyable parce qu'on avait des témoins de l'enfance de nos cousines et de cette petite bande de filles qui s'est soutenue, qui se sont donné ce nom. Parce que c'est elles, alors moi j'adore ce geste de se nommer. Dans leur amitié, dans leur solidarité, elles se sont dit, à partir du moment où ils ont été internés dans la même prison à Montargis, on est des presque sœurs. Et l'aînée, la plus âgée, c'était une sœur Kaminski. Elle a eu un rôle quasiment maternel avec tout ce groupe. Et après... les sœurs Kaminski ont réussi, et ça m'a complètement tenue en haleine. Quand j'ai compris le régime de capture de ces enfants, c'était sidérant aussi. Elle s'est mise à organiser l'évasion de ses petites sœurs. Elle s'est mise à se dire on ne peut pas rester. Elle voyait les rafles, elle voyait les enfants qui partaient, qui ne revenaient pas. Et elle a voulu faire en sorte qu'elle et ses sœurs s'enfuient. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec ces vieilles dames qui nous racontaient qui elles avaient été quand elles étaient petites filles, qui avaient été ces autres petites filles qui étaient nos cousines. Et vous parliez des lieux. J'ai essayé en fait de comprendre comment s'est montée cette évasion et aussi d'aller un à un sur les lieux. Ça a duré, pour mes cousines, 2 ans. Voilà. 2 ans à être
ballottées, d'abord dans des lieux d'horreur. Elles sont arrivées, les 6 petites filles, à Beaune-la-Rolande. Après les rafles et la déportation des milliers de personnes du Veldiv, donc un lieu qui avait une mémoire immédiate d'horreur. Et ensuite, des lieux dans Paris, dans des quartiers de Paris que je connaissais très bien, Montmartre, la Rive Gauche. Et je voulais voir ces lieux qui avaient été témoins. Je voulais comprendre en fait comment elles avaient traversé ces 2 années. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la manière dont vous avez travaillé, dont vous avez poursuivi cette enquête initiée par votre sœur, mais on va peut-être donner la parole à Joachim Schnerf. Je le disais tout à l'heure, l'idée de la transmission est au cœur de ce livre. Est-ce que c'est arrivé comme vous le racontez? Est-ce que c'est vous, en devenant père ou en allant devenir père, que vous avez éprouvé l'urgence de transmettre quelque chose? Et comment est né ce personnage incroyable de Rosa? Alors, je ne dirais pas forcément que j'ai eu cette idée-là au départ. En fait, l'envie de départ, c'était simplement écrire un livre sur cette nuit un peu particulière, qui est la nuit qui précède le retour d'un nouveau-né et de sa mère à la maison, avec un père seul chez lui qui ne se rend pas tout à fait compte qu'il est en train de devenir père. Et au début, j'avais envie d'écrire là-dessus. Et en fait, en travaillant sur ces moments d'intimité pour ce jeune père qui traverse à la fois des heures d'appréhension, de grande joie, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une grande angoisse qui venait enrober tout ça. Et cette angoisse était: de quelle façon allait-il pouvoir raconter son histoire familiale? De quelle façon allait-il pouvoir transmettre une identité? Et aussi et surtout, comment allait-il pouvoir raconter la Shoah à son enfant qui naît à un moment où les derniers rescapés sont en train de disparaître, un enfant qui va peut-être croiser des corps de rescapés, des corps encore vivants, mais qui ne s'en souviendra peut-être pas. Et donc voilà, lui, quel est son... Voilà, il est habité par cette question pleine d'angoisse. Quel est son rôle là-dedans? Quel est son rôle pour transmettre cette histoire? Comment va-t-il pouvoir transmettre? Et en fait, alors que ça devait être une nuit tout à fait pratique, à savoir préparer un lit, que tous les langes soient propres, que tout soit prêt pour accueillir un bébé, en fait, cette nuit-là, c'est une nuit où il va sauter d'histoire en histoire, de souvenir en souvenir, pour essayer de répondre, s'il le peut, à cette grande question qui l'habite. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur Rosa, je ne sais pas exactement d'où elle vient, cette Rosa. Je pense que, donc, pour faire très vite, cette Rosa donc, est la grande tante du narrateur, de Samuel, donc la sœur de son grand-père, qui a été déporté à Auschwitz, qui a survécu au camp et qui, en rentrant, a décidé de quitter quasiment immédiatement le continent européen pour aller s'installer aux États-Unis et y fonder un cabaret. Alors je pense a posteriori que voilà, il y a beaucoup forcément de personnes qui se retrouvent dans cette figure de Rosa. Je pense par exemple à Marceline Loridan Evans, mais encore une fois, c'était pas forcément dans l'intention d'écriture, mais a posteriori, j'y vois toute cette vie-là, c'est cette démesure-là pour raconter son histoire. Il y a aussi, je pense, des auteurs qui m'ont inspiré, des auteurs notamment américains. Alors, je pense par exemple à Joshua Cohen qui a écrit ce livre merveilleux, non traduit en français encore, qui s'appelle Witz, alors qui n'a à la fois rien à voir et tout à voir, qui est l'histoire du dernier juif vivant sur Terre. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que voilà, cette Rosa a pris forme au fil de l'écriture. Elle qui s'est donc échappée aux États-Unis et qui en même temps est peut-être le dernier fil qui va relier ce jeune père et son enfant à l'histoire de la Shoah et à l'histoire du peuple juif. Moi, j'ai cru que c'était la Rosa de La vie devant soi de Nkrumah. Elle lui ressemble. Elle porte le même nom, en tout cas. Selim Nassib, pourquoi écrire aujourd'hui cette histoire du Liban, enfin une partie de cette histoire du Liban des années 1950 aux années 1980, avec ce narrateur qui n'est pas vous, mais qui est peut-être un peu vous, qui vous ressemble quand même beaucoup, en tout cas qui a le même âge que vous?
Pourquoi? En fait, je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce que le moment était venu C'est-à-dire que j'ai voulu, à partir d'une histoire privée, familiale, d'un enfant qui devient adolescent et puis adulte, disons, essayer de donner un écho à ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire à son histoire quand même assez tragique, et puis à son explosion. Ça ne va pas jusqu'aujourd'hui, mais on sent que tout ça prépare l'avenir qui est arrivé finalement, qui est advenu. Je parlais tout à l'heure des 3 parties qui correspondent à 3 périodes clés de l'histoire. Pour quelles raisons ces 3 éclairages-là et cette forme-là? C'est-à-dire que le héros, Youssef, va avoir 13 ans bientôt, il doit préparer sa bar mitzvah, et c'est la fin des années 50, c'est-à-dire un moment où il y a une première guerre, en 56 en fait, entre Israël et les pays arabes. Or, vu du côté de la communauté juive libanaise, c'est un événement qui fait irruption et qui interrompt d'une certaine façon, qui suspend la vie. Il faut savoir que la communauté juive au Liban était assez importante. À l'époque, il y avait l'école de l'Alliance israélite universelle qui avait quelque chose comme 1000 élèves. Et donc, du jour au lendemain, soudain, tout change parce que le regard de la population autour se met à devenir un peu différent, puisque est-ce que ces juifs-là sont complices ou non d'Israël, etc. Mais tout ça n'est pas très ouvertement exprimé. C'est plutôt une oppression intérieure qu'on sent, que l'enfant sent, alors que en fait, tout autour de lui est souriant, que la vie est belle, il y a la douceur, il y a vraiment c'est délicieux. C'est délicieux et quelque chose d'intérieur fermente, bouillonne, il ne sait pas très bien quoi. Bon. La deuxième partie, il est adolescent, il est plus qu'adolescent, même c'est un jeune homme, et c'est mai 68, donc voilà le pivot de la deuxième partie. Et là, il fait partie d'un groupe d'extrême gauche, comme beaucoup de jeunes dans le monde. Et en fait, l'objectif avoué est de faire la révolution, mais l'objectif réel est d'abord de rencontrer des filles, parce que c'est formidable, tout le monde se mêle, on est militant, et deuxièmement, d'échapper à sa condition d'origine. C'est-à-dire que déjà à ce moment, on commençait à regarder le chrétien comme chrétien, le musulman comme musulman et les juifs comme juifs. Et soudain, ce groupe s'assemble, quelle que soit leur confession, pour appartenir à une origine qu'ils auraient choisie, plutôt qu'à leur origine de naissance. Et la troisième partie, ce même héros revient au Liban parce qu'il y a la guerre, parce que l'armée israélienne encercle Beyrouth, et il choisit d'être dans ce siège, et il couvre la guerre d'une certaine façon. Mais il ne la couvre pas comme les correspondants de guerre qui ont couru au Liban au moment où il y avait cette guerre. Il la couvre avec un pas de côté, parce qu'il parle la langue, l'arabe, parce qu'il connaît des gens, parce qu'il ne raconte pas la même histoire que les autres. Et alors ça, c'est, disons, le côté de son métier. Mais très vite, il est pris dans des histoires, d'une certaine façon, qui ont un peu à voir avec la guerre, mais aussi qui n'ont rien à voir avec la guerre. Des histoires sentimentales, des histoires d'amitié, des histoires de voisinage, etc., où on sent quand même tout le temps qu'il y a le canon qui tonne derrière l'oreille, mais où on s'intéresse plus à ce qui se passe aujourd'hui, là, que à... Voilà. Et donc, et tout ça, toute cette histoire, ces 3 parties, je voulais que ce soit un peu l'histoire du Liban et de Beyrouth en particulier, parce que c'est ça l'héroïne. Et en même temps, qu'elle fasse écho, encore une fois, à la grande histoire. Voilà, c'est qu'il y a toujours des allers-retours entre le privé et le collectif et le politique. Et dans votre manière de faire, alors le livre s'appelle Le Tumulte, mais il y a quelque chose, vous restituez, je trouve, par l'écriture, ce chaos. Oui, mais ce chaos n'est pas seulement extérieur, c'est aussi le bouillonnement de sentiments contradictoires, mais qui n'est pas propre au héros, qui n'est pas propre au fait qu'il soit juif, qui est propre un peu à toute la période, à toute l'époque. Parce que finalement, les tiraillements qu'il ressent, il y a des tiraillements absolument équivalents dans les autres communautés.
Chloé Cormand, comment avez-vous trouvé la bonne manière d'entrer dans cette histoire d'un point de vue vraiment littéraire? Alors, on en parlait tout à l'heure, avant de commencer cette rencontre, le fil de l'enfance est quand même très présent, c'est-à-dire qu'on est toujours à hauteur d'enfant et on comprend en vous lisant, on essaie de comprendre ce qu'ont pu ressentir ces petites filles. Oui, et c'est le fil de l'enfance qui est souvent mon chemin dans mes livres. Hein. Et là, oui, alors il y avait en fait être tout près des petites filles pour essayer de répondre à quelque chose qui était suffocant. En fait, quand j'ai reçu de ma sœur les archives, on sait à quel point les archives du génocide sont d'une maniaquerie, d'une rigueur. Alors, c'est facile, on trouve la liste, on voit tous leurs 6 prénoms à Baudelaire-Rolland, leurs 6 prénoms dans un orphelinat à Lamarck, puis dans chaque lieu, et on met ça bout à bout, et jusqu'à la mort. Et je trouvais ça scandaleux, en fait, de connaître leur vie juste avec cette perspective. Et donc, je me suis mis j'ai voulu être près des enfants et je voulais être aussi près du sentiment du présent. C'est-à-dire, et faire sentir que ces événements-là, pour ceux qui l'ont vécu, c'était du présent. On savait pas comment ça allait. Il y avait un peu d'ouverture. Enfin, il y avait suffisamment d'incertitude pour que des petites filles entreprennent une évasion. Voilà. Et je voulais être dans ce tremblement-là. Et donc, ce qui a beaucoup compté, c'est de raconter aussi mon présent à moi. Et comment il était plein d'absence de maîtrise du temps, de l'organisation. Donc, j'ai raconté comment j'ai enquêté, comment je me suis rendue à Baudelaire-Rolland, chez une amie, à Orléans, chez une amie où il y avait les archives du Loiret, puis dans chaque lieu où avaient été internées les petites filles. Et j'ai raconté les aléas du présent pour essayer de faire sentir ce que ça peut être dans son incertitude. Donc, par exemple, j'ai commencé à écrire et mon enquête... tout a été interrompu avec l'épidémie. Tout d'un coup, il n'était évidemment pas question d'aller faire des interviews en face à face avec des vieilles dames de 90 ans. Tout d'un coup, ça s'est complètement décalé. Et puis, il y a eu un autre événement et qui a aussi beaucoup, celui-là très heureux, mais qui a été omniprésent pendant toute l'écriture, c'est que je suis tombée enceinte. Et pendant une grande partie de l'enquête, j'étais enceinte. Et après, pendant les premiers mois, j'étais pas en train d'écrire un livre sur des petites filles déportées. J'ai accueilli mon bébé. Et je raconte ces moments où, voilà, on ne sait pas... ce qu'on avait prévu change. Alors, c'est évidemment pas du tout les mêmes événements. Mais c'était aussi pour faire comprendre, faire essayer de sentir les brèches du temps qui ont fait que... des petites filles devant la fatalité de ce qui se passait ont imaginé les choses autrement pour s'en échapper. Et voilà. Alors peut-être aussi que la présence de mes enfants m'a fait réfléchir à qui étaient ces petites filles. D'ailleurs, parfois de façon... J'ai mis du temps en fait à franchir un sentiment de gêne vis-à-vis d'eux. Je me disais que fallait pas que je sois plongée dans cette histoire près d'eux. Mais petit à petit, je me suis dit aussi que cette histoire était là, quoi qu'il en soit. Et que si je l'accompagnais de mes mots, et que c'était peut-être aussi... ça pouvait être aussi bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est l'enfance qui
qui m'a tenue en haleine. Voilà. Et ça a été... il y a eu un moment dans l'enquête matérielle, par exemple, qui a été très important. J'avais toutes ces listes, ces documents qu'on connaît. Et une fois dans les archives du Loiret, donc un endroit qui s'appelle le Cercil, j'étais assise à consulter tout ça et le documentaliste m'a dit « Attendez, j'ai quelque chose pour vous ». Et il est allé dans la réserve, il est revenu avec une boîte où il y avait la dinette de l'aînée de mes petites cousines. Voilà. Et alors, c'était des moments comme ça où j'avais l'impression que quelque chose en fait de l'anonymat qui est imposé par le génocide, qui crée une espèce de collectif monstrueux, que quelque chose d'autre se passait à travers l'enfance et puis l'identité précise de ces petites filles. Joachim Schnerf, il y a aussi dans votre livre ce fil de l'enfance, puisque le narrateur se remémore son enfance et s'est viré dans les Vosges à la recherche de cette Rosa et de son cabaret. Donc on est presque dans le Club des 5 à ce moment-là. Hein. C'est vraiment voilà, le narrateur, sa sœur aînée et leur cousin qui partent en virée comme ça, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne la rencontreront jamais puisqu'elle est au Texas, mais pourquoi ces allers-retours et pourquoi ce fil-là de l'enfance? Alors, déjà, c'est vrai que ce livre s'intitule Le cabaret des mémoires, avec ce mot mémoire au pluriel, qui est à la fois, alors il y a plein d'explications à cela, mais c'est à la fois aussi la mémoire avec cette obsession pour le travail de mémoire, le travail de la transmission, mais qui va de pair aussi avec la mémoire des années passées, avec la mémoire de l'enfance en l'occurrence pour Samuel, qui à mon avis pour transmettre, c'est d'une certaine manière senti obligé de revisiter sa propre mémoire dans ce balancier comme ça entre le futur et le passé. Et parmi ses souvenirs, il y a donc ce fameux été où avec sa grande sœur et son cousin, ils s'amusaient dans les Vosges alors qu'ils étaient en vacances chez leur grand-père, donc le frère de Rosa, à partir à la recherche de cette fameuse Rosa, qui est à la fois un lourd secret de famille, parce qu'on n'en parle pas et en même temps on en parle à des moments inopportuns, à l'heure du dessert parfois, comme ça ressurgit, cette fameuse Rosa. On n'en parle pas et en même temps il y a une sorte de mythologie qui s'est construite autour d'elle, et donc les enfants sont étonnamment obsédés par cette figure, pas étonnamment d'ailleurs, ces enfants sont obsédés par cette figure qui incarne tellement de choses, qui incarne le silence, qui incarne l'identité, qui incarne les origines. Et il s'amuse à essayer de la retrouver. Et c'est vrai que ce sont des chapitres, à titre personnel, que j'aime beaucoup dans ce roman, parce que ce sont des chapitres de vie. Et c'est aussi, à mon avis, dans ce travail de mémoire de la transmission, il y a aussi de redonner la vie à toutes ces histoires, et notamment aux histoires des disparus, retrouver la vie. Enfin, je me permets de faire un petit saut avec le livre de Chloé Cormand. Voilà, il y a de la vie, il y a des objets. Voilà, on essaie de retrouver une dynamique. Tout n'est pas mortifère. Et ces enfants-là, en fait, ils ont une sorte de naïveté. Ils vont bâtir un univers imaginaire où Rosa est en vie, est là, et on va la chercher et on va essayer de tendre vers ce cabaret qui est à la fois inaccessible, mais qui est en même temps à portée de main dans l'imaginaire de ces enfants. Parce que même s'ils sont dans les Vosges, même si ce qui les entoure, c'est plutôt du grès ou des grosses pierres lourdes, en fait, eux, ils voient du sable. Alors qu'ils sont habillés, c'est en été, on imagine en short, en t-shirt, ils se voient en cow-boy. Donc voilà, c'est leur imaginaire qui transforme tout ça pour essayer d'approcher le plus possible de cette fameuse Rosa, dont on ne sait rien, et qui est en même temps un poids, encore une fois, à chaque repas, à chaque fête de famille, elle est là. Et donc eux ont l'impression de la toucher d'une certaine manière avec ce voyage comme ça. Céline Nassim, comment avez-vous, pour écrire ce livre, travaillé le matériau de votre mémoire? Votre écriture repose beaucoup sur les sensations, je trouve. Je ne sais pas. J'écris comme ça. Oui. C'est-à-dire que ce livre rassemble quand même beaucoup de choses. C'est comme si j'avais vécu et une enfance et une première jeunesse et puis un âge adulte.
et que ça avait laissé un certain nombre de traces, parfois même des textes écrits, et que j'ai rassemblé tout ça pour essayer de sculpter dedans une histoire. Que cette histoire, elle ait une continuité et qu'elle ait un sens, qu'elle aille quelque part. Et à partir du moment où j'ai eu ce fil, beaucoup de choses ont venu s'agglutiner, c'est-à-dire des personnages imaginaires, des situations imaginaires, et aussi le fait que certains des personnages concentrent plusieurs personnages à la fois réels. Et à un moment, la mécanique s'est mise à fonctionner. Et d'une certaine façon, c'est devenu presque facile. Il fallait que je me laisse porter par ce qui se passait. Et ça, c'est des moments formidables quand on écrit. C'est le contraire de l'angoisse. Et voilà, et je suis arrivé au bout, j'étais un peu surpris. Mais il y a un fil narratif, mais il y a aussi beaucoup d'ellipses. C'est-à-dire que ce sont vraiment des coups de projecteur sur ces périodes, et puis entre les deux, alors on comprend ce qui s'est passé entre chaque période, mais vous faites beaucoup d'ellipses. Oui, c'est-à-dire ces trois époques. Ces trois époques, mais les personnages qu'on a rencontrés autour du héros, du narrateur, et qui avait 13 ans comme lui, les mêmes personnages qu'on a rencontrés quand ils avaient 13 ans, on les retrouve en 68, on les retrouve en 82, et donc on les connaît un peu. Ce n'est pas juste une histoire de la guerre du Liban de 82, puisque chacun de ces personnages, leurs frères, leurs cousins, leurs petits amis, comment dire, on a suivi leur vie. Et du coup, on se trouve dans des situations où même les catégories que vous lisez dans les journaux, c'est-à-dire, par exemple, il y a un personnage dont le petit frère fait partie du Hezbollah. Et ce petit frère, alors que le grand frère est l'ami du narrateur, le petit frère, lui, est chiite, fanatique, etc. Et donc, on se dit, bon, voilà un personnage qui est bien défini. Mais soudain, à un certain moment, un moment où le héros est en danger, celui-là même lui tend la main. C'est-à-dire, il y a tout le temps des retournements comme ça qui font que l'humanité se révèle quasiment à des moments comme ça où on ne s'y attend pas. Et du coup, ça casse les images d'Épinal, ça casse l'image de la guerre. Et en fait, ces personnages, par exemple, dont je vous parle, ils sont purement imaginaires. Mais la logique qui les fait fonctionner, elle est assez générale dans le livre. Pour les différents personnages, ce qui leur donne et de la complexité, mais aussi de la réalité. On se rend compte qu'ils ne sont pas réduits à... c'est pas le phalangiste, voilà, tous les personnages de la guerre du Liban. Il y a le groupe qui voulait changer les choses, c'est-à-dire le groupe auquel appartient le narrateur, et qui se rend compte, bien qu'ils ne prennent pas ça très au sérieux, mais ils se rendent compte que si jamais ils réussissent à former ou à aller vers une société multiconfessionnelle, ils sont sauvés, et le pays est sauvé. Et dans le cas contraire, c'est l'explosion. Et c'est bien ce qui s'est passé. Vous parlez des personnages, on voit aussi passer dans ce livre des personnages bien réels qui deviennent des personnages de roman. Je pense à la scène absolument incroyable avec Mahmoud Darwish ou la scène avec Arafat. Oui, par exemple, la scène avec Mahmoud Darwish. Nous sommes dans un cargo. Le cargo va vers Beyrouth en guerre. Les gens qui sont à bord du cargo sont enthousiastes. Ils croient qu'ils vont défendre la révolution palestinienne, etc. Parmi eux, il y a Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien. Et soudain, il y a une fille qui le pousse en avant et qui lui dit « Il faut que tu nous récites ce fameux poème inscrit, je suis arabe ». Et le pauvre Darwish s'exécute. Il déclame vraiment dans la dévotion. Et soudain, on est sur, je ne sais pas, le cuirassé Potemkin. Soudain, on est avec les brigades internationales. C'est héroïque, etc. À part que le héros entend, juste après la fin de cette scène, Darwish dira à la fille « Mais qu'est-ce qui t'a pris de me demander J'en ai marre de ce poème, on ne me demande que ça, je ne suis pas ça ». Et du coup, il y a toujours ce retournement entre ce qu'on s'attend à trouver et ce qu'on trouve réellement. Et ça fait toucher du doigt quelque chose qui ressemble au présent réel, quoi.
Chloé Cormand, on parlait tout à l'heure de la dimension d'enfance, mais au fond, on est presque à des moments dans un conte, vous faites référence à Hansel et Gretel, et on s'enfonce avec vous dans cette forêt de contes, sauf qu'évidemment, la fin ne peut pas être heureuse, mais il y a vraiment cette dimension. Oui, pendant toute l'écriture, j'étais accompagnée par la littérature pour les enfants. C'était une façon aussi d'avoir pour matériau de rendre hommage à qui elles sont, ces petites filles. Par exemple, j'ai pensé beaucoup à Peter Pan, à la première phrase de Peter Pan. Tous les enfants grandissent, sauf ceux qui sont arrêtés de grandir, quoi. Et j'ai enquêté aussi sur ces petites filles qui avaient entre 4 et 12 ans en 42, qu'est-ce qu'elles lisaient? C'est quoi les livres qu'elles avaient? J'ai demandé à des vieilles dames qui avaient leur âge à cette époque. Et puis j'ai regardé un petit peu. Et c'était désolant, en fait. Le résultat de cette enquête m'a désolée. Parce que c'est des choses à l'eau de rose. Je vous dis les titres. Il y avait des feuilletons, La semaine de Suzette, des choses comme ça. Berthe Bernage. Berthe Bernage, mais c'est une vraie autrice. C'est des choses... l'enfance comme monde culturel, ça commençait. C'est pour ça que je parle du fait qu'une des petites, elle a une montre avec un Mickey qui croise les bras pour marquer l'heure. Mais ça commençait tout juste, et pour des petites filles, elles étaient assignées à quelque chose de très mièvre. Et c'était désolant de me dire qu'elles avaient ça par rapport à tout ce qui leur arrive. Eh ben, c'est à ça qu'elles peuvent penser. Alors évidemment, en fait, il y a tout un monde culturel des adultes dont elles sont imprégnées. C'est pour ça que, par exemple, je parle de Nathan, leur copain, en fait, un ami de leurs parents qui raflait avec leurs parents, qui chante des chansons dans toutes les langues. Et donc, il y a sûrement une culture qui leur permet d'avoir des mots, d'avoir un imaginaire, et puis leurs propres observations pour pas être complètement terrifiés sans mots, quoi, par ce qui leur arrive. Mais voilà, donc j'ai regardé ce qu'elles avaient, et puis moi, ce que j'avais aussi, ces petites voix de littérature d'enfance qui aident à traverser certaines épreuves. Et évidemment aussi cette histoire de Hansel et Gretel qui a résonné très fort. En fait, elle a surgi quand j'ai lu les pages de Raoul Hilberg sur la construction des chambres à gaz dans les forêts où on a construit Auschwitz. Parce que tout d'un coup, il utilise le terme petite chaumière pour décrire les maisons de paysans qui sont les premières utilisées pour faire des chambres à gaz. Petite chaumière, dans des forêts. Et j'ai pensé à Hansel et Gretel parce qu'il y a cette histoire d'enfant, Gretel, qui est mise au service par la sorcière du crime contre son frère. Il y a la forêt. Et finalement, il y a l'évasion. Voilà. Mais c'est des choses, c'est des échos comme ça qui m'ont guidée petit à petit. Et qui m'ont permis d'être d'être près d'essayer parce que je peux pas, d'essayer d'être près des enfants.
Joachim, ce personnage de Rosa, qui est un personnage à la fois énigmatique, parce qu'elle est très en marge de cette famille, elle rompt, elle coupe les ponts avec sa famille très tôt après être rentrée de déportation. À la fois, c'est un personnage très flamboyant et elle pose la question de comment on transmet. Et elle choisit de transmettre par le cabaret et en racontant inlassablement tous les soirs, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas, on n'écrit pas, mais on raconte. Oui, alors, pour transmettre, elle a elle-même plusieurs obsessions. Elle a l'obsession de la pluralité déjà. Et sur scène, elle aime se déguiser, elle aime incarner des hommes, des femmes. Elle aime incarner la pluralité de tous ses destins. Et là, je reviens à la petite parenthèse que j'ai faite tout à l'heure sur les mémoires. C'est ça justement qui est son obsession. C'est non pas de travailler sur une mémoire qui serait une sorte de magma uniforme comme ça de la Shoah et de cette tragédie, mais c'est plutôt essayer de reconstruire chaque mémoire d'une certaine manière par l'histoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des témoins, des témoignages, des rescapés, mais le pourcentage est infime par rapport au nombre de personnes qui n'ont pas pu revenir pour raconter leur histoire. Et elle, sur scène, essaye de redonner corps et redonner de la chair à toutes ces personnes qui ne sont plus là. Donc il y a ceci déjà. C'est une tradition aussi, je trouve, pas uniquement, mais très juive, de passer par une petite histoire pour essayer de raconter quelque chose de plus global, pour essayer de tirer des enseignements, pour essayer de tirer un fil à partir d'une petite anecdote. Et puis évidemment, il y a le théâtre yiddish qu'elle incarne sur scène. Donc il y a toutes ces choses-là. Ça, c'est pour la prestation elle-même. Et après, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'à la fin de chaque représentation, donc elle-même prend la parole et raconte sa propre histoire. En tout cas, elle raconte le début de sa propre histoire, à savoir l'histoire de sa famille qui est partie de Pologne pour venir en France, s'installer dans les quartiers nord de Paris. Elle raconte sa volonté d'être plus française que les Français, de mieux parler que tout le monde, d'essayer de perdre son accent qu'on moquait à l'école. Et puis elle raconte la rafle, elle raconte l'histoire de son père, de sa mère, d'elle, jusqu'à l'entrée du camp. Et le reste, elle ne le raconte pas, elle va l'énumérer. Parce que le reste, elle ne peut pas le raconter sur scène, elle ne peut pas le raconter publiquement. Le reste, elle va l'énumérer. Et c'est peut-être une des questions qui arrive de biais dans ce roman. C'est cette question de l'injonction des derniers témoins à témoigner. Et ce désir de faire témoigner les derniers témoins pour une cause noble et juste, on peut l'imaginer. Mais ce roman va aussi poser la question de l'intimité. Parce que ceux qui ont survécu n'ont pas survécu à n'importe quel prix. Et ce prix-là, il relève de l'intimité, encore une fois. Donc voilà, il y a des gens qui veulent raconter, des gens qui ne veulent pas raconter, des gens qui veulent raconter certaines choses et d'autres non. Et là, je parle de raconter en public, parce que ce que va faire Rosa, alors qu'elle s'est refusée à raconter son histoire dans les détails publiquement sur scène, elle va l'écrire à son petit-neveu, à Samuel, au moment où elle apprend qu'une 4e génération vient au monde dans sa famille, au moment où elle sait qu'elle va devenir grande tante, si ça se dit, là, elle peut écrire et elle va quand même transmettre son histoire dans chaque détail, aussi dur soit-il, à son petit-neveu pour que cette histoire soit maintenue et que l'histoire familiale soit maintenue à travers les générations. Par contre, encore une fois, sur scène, elle décide de préserver une partie de ce qui s'est passé dans les camps pour elle et pour le respect de ceux qui ne sont pas revenus, et notamment de sa meilleure amie, Jania. Est-ce que vous vous êtes posé, vous, Céline Nassim, cette question de la transmission, comment transmettre cette histoire à votre fille, peut-être? Mais en fait, je ne sais pas au juste ce que je transmets, parce que dans le cas de Joachim ou de Chloé, la charge quand même est tellement lourde que le problème de la transmettre, il y a quelque chose d'univoque dans ça. Il faut trouver le moyen. Bon. Alors que dans le cas des Juifs du Liban, par exemple, la situation est beaucoup plus floue. Parce que, par exemple, mon propre grand-père, il parlait que l'arabe. Il parlait que l'arabe. Bon, il connaissait un peu l'hébreu parce qu'il allait à la synagogue. Mais son voisin chrétien ou musulman
ne parlaient aussi que arabe et allaient à la mosquée. Mais sinon, du point de vue du mode de vie, du fonctionnement, de la mentalité, c'était exactement pareil. Et il n'était même pas question d'exil, puisque aussi loin qu'ils puissent s'en souvenir, ils avaient été là. Grand-père, arrière-grand-père, toute cette histoire d'exil, des Juifs en exil, c'était étranger à ça. Bon. Ensuite, ce monde se désagrège, c'est-à-dire que la région rentre en crise, c'est pas juste le Liban. La région entre en crise, les minorités ont peur, commencent à partir, les Juifs commencent à partir, mais au moment des guerres, c'est-à-dire il y a des familles déjà qui partent en 56, il y en a énormément qui partent en 67. C'est une lente hémorragie que personne ne voit. Soudain, il y a des familles qui disparaissent parce qu'ils ne disent pas à leurs voisins, à leurs amis qui vont aller en Israël, parce que Israël est le pays interdit. C'est le pays dont on ne parle pas. Et dans les familles, entre eux, les gens disent Eretz. C'est comme le nom de code que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc c'est ça la situation. Et puis il y a la volonté d'une partie de cette génération, non pas seulement de s'intégrer, mais de se fonder une nouvelle identité, une nouvelle origine, qui finalement va échouer. C'est-à-dire que c'est évident que ça va échouer. Et cette histoire-là, par exemple, en l'écrivant, je trouve que je la transmets à ma fille. Mais c'est de l'artisanat, d'une certaine façon. C'est pas la grande histoire, c'est cette histoire-là. Et cette histoire, beaucoup de Libanais, pas seulement de Juifs libanais, mais beaucoup de Libanais, se sont absolument reconnus. Parce que ces Juifs-là n'étaient pas seuls, ils étaient avec leurs camarades révolutionnaires. Et donc ceux-là, ils ont reçu, là, depuis que le livre est sorti, ils ont reçu cette histoire comme soudain on amène leur histoire et on la remet au jour. Voilà. Et vous êtes revenu à Beyrouth, je crois, en 2020 avec votre fille et votre femme qui est dans la salle, Yolande Zouberman. C'est-à-dire que quand il y a eu... Alors, dans les années, vers le milieu des années 80, la fin des années 80, quand l'islamisme a commencé à monter au Liban et dans toute la région, il n'y avait plus du tout la possibilité d'avoir l'illusion qu'une assemblée de gens de différentes communautés pouvait avoir le moindre espoir de changer les choses. À ce moment, il fallait partir. Et le héros, il aura essayé jusqu'au bout de rester. Et puis, à un moment, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a pas de perspective du tout. Bon. Et moi, dans ma propre vie, j'ai cru que c'était fini, quoi. Il y a eu la guerre, etc. On est parti. Et tout ce qu'on avait cru à l'époque de 68, fini, terminé. Et soudain, on a vu la révolution, ce qu'ils appellent la révolution, la Sahara éclater au Liban en 2019, avec des slogans et des mots d'ordre qui sont exactement pareils à ceux de 68. Et donc, ma femme, ma fille et moi, on a pris le premier avion, on a été là-bas. Beyrouth, c'était formidable parce que ce n'était plus du tout l'atmosphère d'avant. C'est au contraire les jeunes dans la rue, en train de faire de la politique, mais en train de s'amuser, en train de faire de la musique. Ma fille qui avait 20 ans qui se mélange à tout ça. Alors, les jeunes qu'elle rencontre, ils lui disent « Mais comment ça se fait que tu es là ?» Elle dit « Oui, voilà, mon père, quand il a vu qu'il y avait la révolution. » Alors, mon père juif, quand il a vu qu'il y avait la révolution, là, il ne comprenait plus du tout. Il dit « Comment tu trouves Beyrouth ?» Il dit « Beyrouth, ça ressemble à Tel Aviv. » Aussi une nouvelle stupéfaction, parce que Tel Aviv, ça ne se dit pas là. Mais au contraire de tout ce qui se passait dans notre jeunesse, ils étaient passionnés. Ah bon, mais c'est comment Tel Aviv, mais quoi, mais etc. Et du coup, là j'ai compris, enfin j'ai eu l'impression, peut-être que c'est une image romantique, j'ai eu l'impression que les idées, ils voyagent sous terre. On a l'impression que c'est fini, et puis 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, elles ressurgissent, pas tout à fait comme elles étaient, parce qu'évidemment il y a des transformations, mais le même esprit revient. Et peut-être que l'histoire fonctionne comme ça. On a l'impression, comme ça, à première vue, que l'histoire est une succession d'événements qui se suivent, alors qu'en réalité, il y a un entrelacement de choses plus anciennes, de choses moins anciennes, qui soudain émergent, qui soudain fleurissent. Et là, c'est formidable. Chloé Cormand, dans votre livre, vous parlez de votre père et notamment du travail qu'il a accompli lors du procès Barbie.
Est-ce que vous avez parlé avec lui de ces recherches que vous meniez, enfin, comment ça s'est passé dans la famille? Ah oui, ça l'a beaucoup touché, beaucoup intéressé. Et il y a eu un événement dont je vous parlais juste avant qui a été très dur, c'est que alors que dans les derniers mois où je terminais ce livre, mon père est presque mort et j'ai cru qu'il ne lirait jamais mon livre, et maintenant il va de nouveau très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'une autre manière que ce qu'il avait fait. Alors lui, il était... parce que il a aussi toujours dit que il est né en 46 et que si ses parents avaient adopté leur nièce, ce qu'ils souhaitaient, il serait pas né. C'est pas quelque chose que je crois vraiment, parce que je pense que c'est plus compliqué les fratries, mais donc je pense que lui, toute sa vie, il a été assez il a beaucoup pensé à ses cousines, mais son père n'en parlait pas. Comme beaucoup de survivants, il avait choisi de ne pas vraiment parler, et mon père n'a pas su. En fait, moi et ma sœur, nous avons appris à mon père des choses sur ses internements. Il ne savait pas toute cette histoire, quoi. De 2 ans de claustration comme ça dans des lieux où il y avait des rafles. Il ne connaissait pas cette histoire. Lui, je pense que sa façon d'être dans une double injonction de lutter, de raconter ce qui s'était passé pour les enfants juifs, mais de ne pas raconter ce qui s'était passé pour ses cousines, pour respecter le silence de son père, ça a été qu'en tant qu'avocat, il s'est occupé il a été avocat d'une des parties civiles pour le procès Barbie. Et là, je crois qu'il l'a fait notamment parce que Barbie avait déporté les enfants d'Isieux et que c'était sa façon à lui de penser à ses cousines. Voilà. Après, c'était très fort, quoi, d'être là à lui. Et il était assez... oui, il m'a posé beaucoup de questions. Donc c'était un sens de transmission qui était assez... c'était assez émouvant, en fait. Ça a produit des choses aussi dans votre famille, Joachim, le fait que vous vous intéressiez à ces questions-là? Alors, pas encore. Non, pas vraiment. Alors, ouais, ça vient de sortir. Non, mais il se trouve que voilà, Rosa est un personnage d'imagination. Oui. Donc voilà, évidemment qu'on peut y projeter des choses de l'intime, du familial. Mais c'est un texte de fiction à 95%. Donc même s'il y a des choses évidemment intimes et personnelles, tout ça est bien enrobé. Donc voilà, pas de problème avec la famille pour l'instant. Oui, non, mais je pensais à ça par rapport au silence dans les familles et au fait que voilà, parfois on ne raconte pas. Mais il y a par exemple une très jolie scène où les enfants ont peut-être enfin trouvé Rosa, et puis tout ça est une fiction au fond racontée par les grands-parents. Oui, parce qu'en fait, les grands-parents jouent le jeu de la fiction des petits-enfants. Et je trouve ça assez émouvant que ce grand-père prenne sur lui, voilà, pour accepter ce pacte imaginaire avec ses petits-enfants, alors qu'il aurait pu les sortir de la fiction. Non, il va terminer leur histoire. Et c'est un moment effectivement assez émouvant devant le feu. Il va poser une main sur l'épaule de son petit-neveu, de son petit-fils, pardon, de Samuel. Il va y avoir comme ça une sorte de lien qui va être fait aussi entre lui, donc, et l'histoire de sa propre sœur, avec la 3e génération, enfin, la génération des petits-enfants. Donc il y avait déjà cette transmission-là entre le grand-père et le petit-fils, qui lui-même maintenant est devenu père, qui va transmettre à son propre enfant. Donc oui, évidemment, il y a tous ces liens comme ça de filiation qui entrent en compte. Et puis il y a aussi une chose qui, là pour le coup, qui est peut-être davantage proche de ma vie, de mon expérience et peut-être de mon histoire familiale aussi. C'est un chant qui revient régulièrement dans le roman, qui est le chant du soir,
qui est un chant scout chanté par les éclaireurs israélites de France pendant la guerre, les éclaireurs israélites de France qui étaient entrés en résistance, et un chant qui est encore chanté aujourd'hui sur les camps scouts des éclaireurs israélites de France l'été, et qui est une sorte d'adresse à Dieu, ou en tout cas de chant comme ça à un être supérieur pour implorer qu'on puisse revoir encore une fois la lumière du jour le lendemain, qu'on puisse traverser la nuit sain et sauf, sans être tué, sans être déporté. Et voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui est important dans mon identité juive, dans mon identité familiale. Ce chant du soir, ce mouvement de scouts juifs qui a résisté et qui, d'une certaine manière, résiste encore aujourd'hui en essayant de préserver une certaine histoire, une certaine identité, une certaine culture. Et voilà, ce chant du soir, comme ça, qui vient marquer le roman. C'est marrant, c'est peut-être la chose qui a le plus tiqué peut-être parmi mes proches. C'est ce lien avec ce mouvement de jeunesse. Célim Nassim, on est frappé dans le livre par la tension permanente entre la peur, l'angoisse, la violence, et puis une grande sensualité, une envie de vivre qui est presque le contrepoint, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est surtout dans la partie qui traite de la guerre. Alors, la guerre, c'est une chose quand même qui fait très très peur, mais on peut pas avoir peur 24 heures sur 24. Et donc, il faut d'abord faire des gestes pour vivre, c'est-à-dire trouver de l'eau, trouver de la nourriture, etc. Et puis, c'est pas tout le temps la guerre. Et du coup, lentement, on commence à avoir une vie quotidienne, des amitiés, des amours, des rencontres, des choses qui font que par exemple, les voisins, c'est pas comme les voisins en temps de paix. Parce que forcément, il faut par exemple qu'ils s'entraident, ou forcément, il faut qu'ils s'invitent pour passer une soirée ensemble, et ils se mettent à se raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui ont à voir avec la cuisine, et donc tout ça est comme rendu plus intense, parce qu'on entend derrière le son du canon. C'est-à-dire qu'il y a de la peur, il y a de l'intensité, il y a de l'adrénaline, il y a quelque chose de très excitant, mais quand même, ce n'est pas une plaisanterie. Et donc, les journalistes, par exemple, de télé, ils ont l'impression que leur caméra les protège, parce qu'ils sont là pour filmer, comme les photographes d'ailleurs. Les journalistes de l'écrit, ils n'ont pas ce privilège, mais quand même, comme ils ont une mission, ça les oblige à monter au front pendant que les autres refluent effrayés. Ça ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas peur, ils sont morts de trouille. Mais ou bien ils y vont, ou bien ils font plus ce métier. Il y a cette injonction. Et puis quand ça devient trop fort, ils se droguent. Voilà. C'est ce qui est le cas de votre personnage. C'est le cas de votre personnage, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'héroïne, beaucoup de gens prenaient de l'héroïne, et cette héroïne, ce n'est pas qu'elle les droguait au sens qu'ils sont contents, simplement ça faisait un petit déplacement de la conscience qui font qu'on s'en fout un peu. On voit le danger, on se rend compte qu'il faut avoir peur, on n'est pas du tout inconscient, mais il y a cette espèce de décalage qui rend possible de vivre l'instant presque sans angoisse. Voilà. Et donc, c'est comme une série de stratagèmes que les gens inventent pour survivre, pour ne pas devenir fou, pour ne pas être totalement terrorisé, totalement paralysé. Et ça crée, en fait, dans cette ville qui était encerclée, ça crée une atmosphère collective extrêmement stimulante, malgré tout. Et toute cette contradiction entre peur et tout ça crée un moment de vie exceptionnel, sans aller jusqu'à dire combien la guerre était jolie. Ce n'est pas le cas. Mais voilà si j'ai essayé de restituer cette expérience-là. Oui, par exemple, il y a les gens qui sont à Beyrouth-Est et qui décident de retourner à Beyrouth-Ouest alors qu'ils savent que c'est très dangereux. Mais il y a par exemple une dame qui dit « mais je vais retrouver mon lit ». Exactement. Et le milicien phalangiste qui essaye de l'empêcher parce que c'est une famille chrétienne. Il lui dit « mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est dangereux ». Il dit « écoute, moi, je vais retrouver mon lit ». Et de la même façon, le héros, le personnage principal, lui, il fait le chemin inverse parce que son journal lui demande de passer à Beyrouth-Est. Et il passe à Beyrouth-Est, qui est la partie où il y a les Israéliens, alors que Beyrouth-Ouest est dominé par les Palestiniens. Il y va et il tombe des nues parce qu'il découvre, alors que c'est à 200 mètres de distance, une ville normale,
avec des voitures, avec des cafés, avec des filles en bikini, l'électricité, la vie normale. Et ça le terrorise totalement, encore plus. Et il ne rêve plus que d'une chose, c'est de revenir dans ce trou à Hara, comme il l'appelait à l'époque, qui est Beyrouth-Ouest. Et tout cet ensemble de sentiments contradictoires crée voilà, ce livre. Mais comment vous avez décidé, vous, en tant que journaliste, alors que vous étiez en France, d'y aller, d'aller couvrir la guerre? Je trouvais que je suis né dans cette ville, et cette ville était encerclée. Et je sentais que ça allait être assez difficile pour tout le monde. J'avais quand même pas mal d'amis là-bas. Et je me trouvais beaucoup mieux avec eux qu'à Paris, en sécurité. Et d'ailleurs, quand on était dans cette ville, réellement, pendant la guerre, les gens qui étaient à l'extérieur, qui nous appelaient de Paris, quand ils arrivaient à faire que le téléphone fonctionne, ils étaient beaucoup plus terrorisés que nous. On disait surtout, ne nous appelez pas, fichez-nous la paix, nous, on survit autrement. C'est comme si on passe dans une autre dimension. Est-ce que vous voulez bien chacun lire un extrait de vos textes respectifs ? Je vais lire le passage sur la dinette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Finalement, le documentaliste qui m'accompagne depuis tout à l'heure se lève pour aller chercher encore quelque chose qui est là-bas derrière dans la réserve. Je lève les yeux et considère sa silhouette qui se déplie, tout adapté à sa fonction, gilet reporter beige plein de poches et de clés, de stylos, sur un pull en tricot qui semble l'uniforme idéal pour le froid des rayonnages les plus reculés, et de gros verres de lunettes. Il quitte la table, revient. Je me concentre à présent sur ce que ses longues mains posent devant moi. C'est une boîte en plastique du genre Tupperware, propre et étanche, aux parois tapissées de papier de soie blanc. Jeanne a apporté ça l'an dernier. C'était resté chez Madame Mourgue. Il entreprend de soulever le couvercle étanche. Il le place à côté de la boîte et je me mets à regarder sans comprendre les petits objets qui passent entre ses doigts, isolés les uns des autres par d'autres papiers de soie et qui déposent avec délicatesse sur la table, tout en restant debout, voûté, comme s'il évitait de s'asseoir et d'entrer dans mon champ de vision, sauf ses mains. Puis, l'homme déballe un à un les papiers et met leur contenu devant moi. Là, il y a une assiette ronde, et là une autre, puis une troisième évidemment. N'était-elle pas 3 ? C'est la dinette de Mireille. Il y a aussi 3 plats de forme ovale, tout aussi minuscules, disons pour servir les entrées et un plus grand peut-être pour le plat de résistance. Je dis disons et peut-être car cet équipement dénote un savoir-vivre très supérieur au mien, au temps où les petites filles avaient une éducation domestique bien plus approfondie. Pour finir, il y a un tout petit plat un peu carré, on pourrait y mettre un dessert, un gâteau. Chaque pièce est délicate et paraît à peine moins fragile que le papier qui est dessous. Chacune bordée d'un trait de peinture argentée et peinte d'une fleur qui n'est pas centrée, une rose sur un bord, un chardon, un bleuet. Je contemple les 8 petites pièces, aucune n'est plus grande qu'un demi-stylo à billes. C'est étrange de considérer cette époque où les enfants possédaient des jouets qui étaient des reproductions en miniature des objets des adultes. Cette dinette ne ressemble en rien à celle de mon fils, qui est composée d'un méli-mélo de tomates, fruits variés, poulets rôtis et assiettes en plastique que l'on balance à la fin de la journée dans sa grosse boîte, également en plastique. Elle ne ressemble en rien à celle d'Ulysse, et pourtant c'est une dinette, comme il en possède une, lui aussi. La plus jeune des 3 sœurs, à l'âge où elle a été forcée d'abandonner ce jouet, n'avait qu'1 an de plus que lui. Elles y ont joué d'une façon qu'il m'est possible de me représenter. D'ailleurs, assis à une même table, tous ces enfants
ne verraient sans doute pas de différence entre la faïence, l'or massif et le plastique polymère. Cela leur serait largement égal. Ou bien, ils s'y intéresseraient pour leur qualité sonore. Quand on les cogne, la faïence pourrait avoir un avantage de ce point de vue. Je sais aussi qu'ils seraient tous sensibles aux petites dimensions de ces choses. Mon fils est toujours content quand il peut s'asseoir devant une table à sa taille, sur une chaise à sa hauteur, d'où il peut monter et descendre seul. Il est sensible aux objets qui sont faits à la mesure de sa main, qu'il peut tenir ou porter sans difficulté. Je ne sais pas comment se sont déroulées les journées qui ont suivi le départ des filles. Au bout de combien de temps Madame Mourgue, c'était une femme qui les a gardées en fait après la rafle de leurs parents, restait à s'occuper du bébé Madeleine et à gérer son magasin de demi-juives, à ranger ce qu'il subsistait des petites cormanes qui avaient passé ces quelques mois avec elle. Mais la dinette est demeurée intacte. Elle a été stockée un jour dans du papier de soie, puis posée sur une pile de documents tamponnés par des sous-préfectures et déballée au bout des doigts rougis d'un gardien des archives. Ce jour de bruine automnale, les 8 pièces semblent prêtes à dériver comme des barques sur la Loire, avec ces papiers pour leur faire des fines voiles blanches. Elles témoignent d'un monde où les jouets des enfants, vaisselle ou voitures, déguisements, de même que les événements qui leur arrivent, sont moins séparés de ceux des adultes. Je lui ai dit que j'avais vu, et le documentaliste a remis chaque pièce dans son cocon de soie. Il les a replacées dans la boîte transparente étiquetée « Dinette enfant Corman, dépôt Jeanne Kaminski ». Puis il a rapporté ce jouet dans la réserve, comme dans un caveau, ou comme dans ces musées des nécropoles anciennes, sous les vitrines où l'on voit de multiples animaux de basse-cour, des personnages tout petits en terre cuite ou en bronze, et marqués « Tombe d'enfant », mobilier de la tombe. Merci. Alors, je ne vais pas vous chanter le chant du soir, peut-être plus tard. Mais en tout cas, le chapitre commence par une phrase du chant du soir, « Quand demain reviendra la lumière ». Quand demain reviendra la lumière, que nous entrerons dans l'appartement pour la première fois tous les trois, je lui raconterai. Il y aura les berceuses, les histoires récitées d'une voix grave, et puis la Shoah. Il faudra que je trouve les mots qu'on ne m'a pas dit, car c'est le silence qui a semé en moi toutes ces névroses, pas les atrocités de l'histoire. Je veux tout transmettre à mon enfant, son arrière-grand-père et son arrière-grande-tante, 6 millions d'âmes qui priaient chaque nuit pour que le lendemain revienne la lumière et que le cauchemar se dissipe. Je n'ai que ces images en tête depuis que notre bébé est venu au monde, il y a 2 jours à peine. Peut-être ne suis-je pas prêt à être père et à partager ce spectre qui me pourchasse depuis toujours. Je le pensais endormi depuis l'enterrement de mon grand-père, mais il s'est brusquement mis à gesticuler lorsque j'ai décidé d'écrire à Rosa il y a 6 mois. Elle a répondu à ma lettre en précisant qu'elle ne donnerait pas suite à d'autres courriers. Dans l'enveloppe, une feuille déchirée, accompagnée d'une dizaine d'autres feuilles photocopiées où l'on pouvait déchiffrer, une sorte de journal, en tout cas, une juxtaposition de souvenirs rédigés en anglais et à la main. Son récit était terrible, il y avait là tout ce qu'elle avait eu pendant l'émission et qui me déchira lorsque je découvris la noirceur de ces mois en enfer, la douleur d'une femme maintenue en vie par la perte de chacun de ses principes, moraux, humains, vitaux. Ma grand-tante n'avait jamais raconté cette histoire en détail, mais elle savait probablement que ses jours étaient comptés, les siens, et ceux de la poignée de rescapés d'autres camps encore vivants. Une pensée m'obsède alors. Et si elle était finalement la toute dernière à disparaître ? Par tous les moyens, je dois raconter à mon fils, je dois lui parler d'Auschwitz et de Rosa avant qu'elle s'éteigne, qu'il entende son nom en la sachant en vie. Sinon, comment nous croiront-ils ? C'est à vous. Ils ont profité de ce que je ne pouvais pas me défendre pour sacrifier une partie de moi, une partie intime, soi-disant pour que le reste puisse vivre et se souvenir de son alliance avec Dieu.
J'ai assisté à la circoncision d'un cousin. J'ai vu comment ça se passe. Avec le père qui rit, la tante qui tient écartées les petites jambes, le rabbin qui s'avance, le couteau à la main, les fillettes qui se bousculent, et la mère, pauvre mère, dans la pièce à côté, qui défaille en entendant les cris. Une partie pour le tout, c'est le principe. Un simulacre d'émasculation, vécu dans une bonne humeur complice, pour que l'enfant soit vigoureux comme un arbre qu'on élague. Ils disent qu'ils obéissent à l'armée des morts qui nous ont fait, à Dieu lui-même, et ils coupent en toute bonne conscience, comme si ce n'était pas eux qui marquaient l'appartenance. Les enfants oublient, paraît-il, mais il y en a qui le prennent très mal. Par exemple, moi, je refuse ce qu'on m'a fait. Je veux qu'on me rende le petit bout qu'on m'a pris sans me demander mon avis. C'est peut-être lui qui me manque. Je suis enfermé depuis 1 heure dans la salle de bain. C'est le seul endroit où je peux être seul pendant la journée. La porte est munie d'un crochet en fer, même pas un verrou, mais ça suffit. Dans un coin, il y a le trône du WC. Dans l'autre, le réservoir d'eau cylindrique en fer blanc, chauffé par le bois qu'on enfourne dans le socle de fonte. La tuyauterie serpente jusqu'au plafond et se termine par une douche franche, 10 cm de diamètre. L'eau qu'elle envoie est si chaude que l'air se sature de vapeur et qu'on n'y voit plus rien. Je suis assis sur le tabouret, évitant de me faire asperger. Je pose les mains sur les genoux et j'attends. Le nuage enveloppe mon corps et l'humidifie. J'examine mon sexe. Je me demande à quoi il ressemblerait s'il était resté entier. Merci. Il nous reste quelques minutes pour des questions ou des remarques de lecture, si vous en avez. Non ? Vous n'avez pas de questions ? Peut-être alors une dernière question, les uns les autres. Selim Nassim, vous êtes donc retourné à Beyrouth récemment. Votre livre se termine dans les années 1980, se termine de manière assez pessimiste, et pourtant il y a quelque chose d'une croyance en une sorte d'espoir quand même. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a soudain comme un printemps qui revient, même s'il se casse la gueule tout de suite après. Mais quand même, ça veut dire que autre chose se passera de nouveau. C'est-à-dire que, voilà, j'imagine comment étaient les gens pendant la guerre, ils croyaient vraiment que c'était la fin du monde, la grande guerre, la guerre mondiale. Et donc, je veux dire, ça a l'air pessimiste en surface, mais quand même, il y a derrière comme des gens qui continuent de résister intérieurement et qui un jour apparaissent au grand jour. Moi, je crois ça, mais peut-être que je me raconte des histoires. Chloé, votre livre se termine au fond sur cette idée qu'il y aurait un lieu, un entre-deux en fait, un lieu entre les morts et les vivants que vous explorez avec ce livre. Difficile comme question. Que j'explore avec les enfants. Oui, un lieu qui serait celui de la littérature ou des histoires qui sont aussi ni avec les vivants, ni avec les morts, et ni ce qui a vraiment été, ni vrai ni faux ailleurs, quoi. Où on peut essayer de tracer, d'essayer de tracer des faits, même s'ils nous échappent complètement. Joachim, vous terminez ce livre sur, au fond, l'idée du recommencement et du fait que cette transmission, enfin, on peut l'espérer, ne s'arrêtera pas. Oui, il y a cette idée à la fin que ce cycle comme ça de transmission, qui je pense quand même est différent de génération en génération, parce que la problématique n'est jamais la même suivant les générations, suivant les époques, mais ça finit là-dessus. Et la dernière phrase du roman est au conditionnel, qui est un temps que je trouve très beau et très juste pour raconter cette histoire, parce que le conditionnel a une de ses valeurs, c'est un futur du passé. Et la dernière phrase, c'est « je lui raconterai », parce que donc, Samuel pense à
à sa jeunesse quand il a rencontré sa femme sur justement un camp scout. Et déjà, il y avait quelque chose une sorte d'idée abstraite de la transmission. Et cette idée de, je lui raconterai à IS ce conditionnel que je trouve très beau pour faire ce lien entre le passé et le futur. Merci. Merci à tous les trois. Je rappelle les titres de vos livres. Le tumulte, Selim Nassib, c'est paru aux éditions de l'Olivier. Chloé Cormand, les presque sœurs aux éditions du Seuil. Et Le cabaret des mémoires, Joachim Schnerf, est paru chez Grasset. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous pour votre écoute. Merci.